La généalogie, c'est la science des origines. Le mot généalogie a été construit à partir du grec génos, signifiant origine, et logos, signifiant science. Effectuer des recherches généalogiques consiste à retrouver les individus ayant des liens de parenté et à déterminer la nature de ces liens. Par extension, s'intéresser à la généalogie, c'est s'intéresser à la vie et à l'histoire des familles. Généralement, vous pouvez espérer remonter jusqu'au XVIIe siècle, et si vous avez de la chance, jusqu'au XVIe, grâce à François Ier, créateur du premier état civil. Toutefois, n'oubliez jamais, les archives publiques ou privées sont de valeur inégale. Leur ancienneté varie selon la région, selon la commune, selon les familles. Dans certains cas, elles seront malheureusement perdues, voire parcellaires. Le milieu social et culturel joue un grand rôle. Il est pratiquement impossible d'établir la généalogie d'un enfant abandonné. Mais vous pouvez espérer remonter jusqu'au Moyen Âge, et même avant, si vous avez la chance d'avoir des ancêtres nobles. Selon la période, les informations que vous pourrez consulter seront les suivantes. Avant 1539, les documents seront surtout en latin. Vous avez intérêt à travailler cette langue morte. Nobiliaires et hommages concernant surtout la noblesse et la bourgeoisie, actes de vente, actes de location de terre, que l'on nommait les terriers. De 1539 à 1792, les documents de la période précédente, ainsi que les registres religieux. Le français va lentement remplacer le latin. À partir de 1667, les registres vont être tenus en double, la deuxième copie étant encore de nos jours déposée dans les archives départementales. De 1792 à 1891, la Révolution crée l'état civil moderne et les registres religieux, bien que continuant à être tenus par les curés, sont remplacés par des registres tenus par l'État. De 1892 à actuellement, la consultation est possible pour les registres d'État dans tous les lieux où ils sont conservés. Le 10 août 1539, le roi François Ier signe à Villers-Cotterêts une ordonnance de 192 articles. Le Parlement de Paris l'enregistrera le 6 septembre de la même année. Son importance est capitale dans le processus d'organisation de l'État. L'ordonnance de Villers-Cotterêts établit en premier lieu que tous les actes légaux et notariés, jusque-là rédigés en latin, seront désormais rédigés en français. Grâce à cette nouvelle ordonnance, le peuple aura ainsi accès aux documents administratifs et judiciaires. Toutefois, il va falloir attendre longtemps avant que l'édit royal entre partout en application. François Ier demande, par la même ordonnance, que les curés des paroisses procèdent à l'enregistrement des naissances, des mariages et des décès. L'ordonnance institue ce qui deviendra l'état civil et consacre le rôle unificateur de la langue française. Au début de ses recherches, on s'intéresse principalement à ses ancêtres directs.
les parents, les grands-parents, et l'on ignore les oncles et les cousins, que l'on appelle les collatéraux. Nous sommes ici dans une généalogie ascendante. Mais petit à petit, la passion venant, vous chercherez à retrouver les frères et sœurs de vos ancêtres et tous leurs descendants. Il s'agit ici de la généalogie descendante. Laissez-moi vous présenter un exemple de généalogie ascendante. Voici l'arbre généalogique ascendant pour Gilles Dupont sur 4 générations. À chaque génération, le nombre d'ancêtres ou d'ascendants augmente d'une puissance de 2, soit 2 ancêtres à la première génération, ses parents, 4 ancêtres à la seconde génération, ses grands-parents, 8 ancêtres à la troisième génération, ses arrière-grands-parents, etc. À la 10e génération, nous totaliserons donc un nombre d'ancêtres directs pour ce Gilles Dupont, et d'ailleurs pour vous également, de 1022 personnes. Cela fait passer un bon petit moment pour les trouver tous. Si vous parvenez à la 30e génération et que votre liste d'ancêtres soit complète, vous totaliserez alors le chiffre astronomique de 537 millions d'ancêtres. Appliquez donc cette règle incontournable à la totalité des habitants de la planète et vous vous rendez compte tout de suite qu'il y a un truc dont nous vous parlerons plus loin. On remarquera sur cet exemple que le patronyme Dupont avec un D a évolué en Dupont avec un T. Lié aux erreurs de transcription des officiers d'état civil ou des curés, les évolutions sont assez fréquentes et souvent bien plus importantes. Par exemple, ma belle-mère se nommait Motire, son père se nommait Maudire et son grand-père se nommait Motière. Comme il faut bien s'organiser, nous allons donner à chaque membre de cet arbre généalogique une numérotation invariable qui permettra de le retrouver sans coup férir. Cette numérotation se nomme la numérotation Sosa, du nom de son inventeur. Elle part de la personne dont on fait l'ascendance, c'est-à-dire le docuju, nom familier aux généalogistes et aux notaires. Ce docuju porte le numéro 1. Dans notre exemple, Gilles Dupont porte donc le numéro 1. Son père porte le numéro 2 et sa mère le numéro 3. Le numéro 4 est son grand-père paternel, le numéro 5 sa grand-mère paternelle, le numéro 6 est son grand-père maternel, le numéro 7 sa grand-mère maternelle, et ainsi de suite. De cela, il découle la règle suivante, ou plutôt les règles suivantes. Un chiffre pair désigne toujours un homme, un chiffre impair désigne toujours une femme, sauf bien sûr le fameux numéro 1, qui peut être soit un homme, soit une femme. Le numéro d'un père est le double de celui de son enfant. Le numéro d'une femme est celui de son mari plus 1. Le numéro d'une mère est le double de celui de son enfant plus 1. L'arbre généalogique que vous allez voir maintenant représente une petite partie de la descendance de ce fameux Gilles Dupont.
Jusqu'au XIe siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Au XIIe siècle, l'explosion démographique oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin d'éviter les confusions. Ce surnom est peu à peu transmis aux enfants. On assiste à la naissance d'un nom de famille. Connaître l'origine de son nom est intéressant. Elle donne quelques informations sur l'origine de ses ancêtres. Origine géographique, origine sociale, métier, etc. Les noms de famille viennent notamment d'anciens prénoms tels que Nicolas, Martin, de profession, meunier, maréchal, boulanger, de sobriquets et de surnoms de toutes sortes liés à l'apparence physique. Les roux, les bruns, les borgnes, ou liés aux traits de caractère, les lesages, mais aussi les lofolles. De lieux géographiques, Dupont habite près d'un pont, Dupré habite dans un pré. De plantes, d'arbres ou d'animaux, du chêne, le lièvre, le coq, voire d'un rang social, baron ou comte. Les noms ont évolué au cours des siècles, et il existe maintenant de très nombreuses variantes orthographiques d'un nom. Il n'y a pas d'orthographe précise pour un nom de famille, car les patronymes ont beaucoup évolué d'un acte à un autre, selon la personne qui l'écrit et selon la prononciation de l'endroit. Il ne faut donc pas s'arrêter à une orthographe précise, il faut aussi chercher des orthographes approchantes. Attention, car il peut exister pour les noms des formes régionales. Le patronyme d'une personne peut apparaître soit en français, soit dans une langue régionale. Par exemple, en Bretagne, on peut écrire indifféremment le jaune ou le yaouank. Vous rencontrerez des changements de nom et des ajouts. Suite à un anoblissement, par exemple, à l'achat d'une terre, on a pu ajouter alors le nom de la terre. La famille Arnaud deviendrait, par exemple, Arnaud de Villebon. Cette pratique a été courante, notamment au XVIIIe siècle. Et puis enfin, il y a des personnes qui souhaitent changer de nom car leur nom est trop lourd à porter ou ils souhaitent une francisation. Amusons-nous un peu. Saviez-vous que les 10 noms les plus portés en France sont, dans l'ordre d'importance décroissante, Martin, Bernard, Thomas, Petit, Robert, Richard, Durand, Dubois, Moreau et Laurent. On recense actuellement 6964 familles Soulard, 49 familles Soulot et 1003 familles Pochard, qui n'ont pas à l'origine la signification péjorative que l'on lui donne aujourd'hui. La seule famille qui portait encore en 1900 le nom Puant l'a changé en 1914. On connaît 100 familles qui s'appellent Grenouille. Quelques-uns ont fait changer leur nom pour celui de Delétan. Le nom d'origine étrangère le plus porté en France est Garcia. Il arrive au 13e rang. Le second nom le plus changé en France jusqu'en 1962 est Cocu, transformé pour 184 personnes. On compte cependant encore sur ce siècle 3084 naissances de Cocu. De quelle manière allons-nous commencer nos recherches? Eh bien, une seule solution est à retenir pour un débutant. Tout simplement, interroger la famille. Allez donc visiter les doyens, s'il est encore temps. Ils en seront absolument ravis. Ils pourront sans doute faire appel à leurs souvenirs et vous communiquer des noms, des lieux, des dates qui se révéleront très précieux pour vos recherches. Le livret de famille, les livrets militaires, les actes notariés
sont très souvent conservés au fond d'un tiroir oublié. Cherchez qui les possède et faites-en au moins des photocopies. Sortez les vieilles photographies des placards. Elles feront jaillir des souvenirs à vos anciens et tentez d'identifier les personnages. Il y a gros à parier que des membres de votre famille, jusqu'alors inconnus, vont revivre sous vos yeux. N'omettez pas non plus de visiter les cimetières. Notez les épitaphes, les noms et prénoms, les dates et prenez des photos. Et maintenant, laissez-moi vous prodiguer quelques conseils d'organisation. Utilisez un cahier et non des feuilles volantes. Dans ce cahier, notez tout ce que vous pourrez trouver dans vos recherches et notamment la source de vos informations ainsi que les témoins des événements. Adhérez à un club de généalogie près de chez vous. Il en existe de très nombreux. Vous pourrez ainsi bénéficier de l'expérience de ses membres et utiliser les différents outils mis à votre disposition. Revues généalogiques, connexion Internet vers des sites spécialisés, etc. Pourquoi ne pas choisir le cercle généalogique norvillois Vous serez sûrement amené par la suite à adhérer à des clubs régionaux selon l'orientation de vos recherches. Je citerai par exemple un club du Finistère très important, comptant plusieurs milliers d'adhérents, le Centre généalogique du Finistère, encore appelé le CGF. Si vous avez la chance de posséder un ordinateur, adoptez un logiciel de généalogie. Il va vous permettre d'organiser vos trouvailles, de disposer d'outils puissants pour imprimer les listes et les arbres, et communiquer avec la communauté des chercheurs d'ancêtres. 3 produits font actuellement autorité, dont un totalement gratuit, édité par les Mormons. Branchez-vous sur Internet, soit chez vous, soit à votre club. Il existe une quantité industrielle de généalogistes amateurs qui ne demandent qu'à échanger des informations. Vous trouverez à coup sûr, parmi eux, un grand nombre de cousins éloignés. Et puis, bon nombre de clubs et d'associations, voire des institutions officielles, installent sur Internet des informations que vous pourrez consulter à votre profit. Dernier conseil important, partagez le fruit de vos recherches. Ceci s'appelle l'entraide généalogique. Enfin, lorsque vous aurez compulsé tous les documents familiaux, que vous aurez obtenus, sous la torture, les aveux de vos grands-parents, de vos parents, de vos oncles et de vos cousins, que vous aurez pillé les archives poussiéreuses dans les malles du grenier, eh bien, il ne vous restera plus qu'à prendre votre bâton de pèlerin pour vous diriger vers les sources d'archives mises à disposition du public sur tout le territoire national. Je vous souhaite un bon voyage. Généanet. Généanet est un site internet de généalogie proposant une base de données alimentée par les participants et à destination du public. L'accès à la plupart des données est gratuit, mais un abonnement annuel, nommé Premium, permet de disposer de fonctions de recherche plus élaborées et de consulter des sources supplémentaires. Généanet permet notamment, grâce à sa fonctionnalité parenté, de trouver et d'afficher là où les parentés entre 2 individus d'un même arbre, en mettant en valeur un ou plusieurs liens éventuels de consanguinité. Sur son site internet, Généanet diffuse plusieurs applications bien utiles, citons la visualisation de son arbre généalogique, la comparaison des ancêtres de son arbre avec les ancêtres de tous les autres arbres présents sur Généanet, la recherche dans toute la base avec les coordonnées d'un individu ou d'un couple. Utiliser Généanet, c'est rendre la généalogie beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Les archives départementales. Les anciens registres des archives départementales sont dorénavant numérisés. La mise à disposition gratuite sur Internet
du patrimoine culturel numérisé permettent une consultation libre et ouverte de ce patrimoine par tous les internautes et évitera bien souvent de se déplacer. Parmi les archives numérisées, on citera notamment les tables décennales de l'état civil et les registres paroissiaux, y compris les listes nominatives. Ceci a été fait grâce à un dépouillement généalogique effectué par les associations, les plans des cadastres anciens, les registres de délibération des communes de plus de 100 ans, la presse régionale et locale, les registres matricules de recrutement militaire. Retrouvez sur Internet les archives numérisées du département qui vous intéresse.